Merci beaucoup. Merci. Alors, Nicolas Pavrez, 7 péchés, je ne sais pas si ce sont les 7 péchés capitaux, mais est-ce que tout ça fait de la France un enfer fiscal ? Bien, comme il a été dit, la fiscalité, c'est une fonction absolument décisive dans un État moderne. Elle doit remplir normalement 4 objectifs. Premièrement, il faut couvrir les charges publiques. Deuxièmement, ça peut contribuer à l'efficacité économique pour couvrir des externalités négatives en matière d'environnement ou de santé. Troisièmement, ça doit contribuer à la justice et la cohésion sociale. Et enfin, c'est un élément décisif de la citoyenneté. Une des grandes fonctions du Parlement, c'est de voter l'impôt. Alors l'enfer, qu'est-ce que c'est ? L'enfer, c'est le lieu du mal et de la destruction. Sartre disait que l'enfer, c'était les autres. En réalité, l'enfer, c'est souvent soi-même. En tout cas, chacun, individu, entreprise ou nation, se choisit son enfer. Et la France, elle s'est choisie pour en faire la fiscalité. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. D'abord, comment on a érigé la fiscalité en enfer. Deuxièmement, comment elle est à l'origine de la condamnation de la France à un déclin lent mais irréversible. Troisièmement, à quel ressort idéologique ceci obéit. Et enfin, pourquoi le contre-choc fiscal est au cœur du redressement de notre pays. Alors, l'enfer fiscal a été fort bien décrit par Geoffroy Roux de Bézieux. Le premier problème, c'est le niveau, ça a été rappelé. On parle souvent des prélèvements obligatoires. J'appelle votre attention sur le vrai chiffre qui est celui des recettes publiques. Les recettes publiques, c'est 53% du PIB. C'est le niveau le plus élevé du monde puisque le Danemark, là-dessous, est maintenant est passé sous la France. Surtout, les taux sont extravagants et derrière, il y a effectivement des comportements économiques qui sont cassés. Quelques données rapides, je vous le rappelle, le travail, la fameuse taxe à 75% qui n'existe nulle part, même pas en Corée du Nord ou à Cuba. L'idée que l'épargne doit être fiscalisée plus que les revenus du travail, 58 à 62%, c'est 20 à 30% de ce qui se fait partout dans tous les autres pays développés. Et c'est une idée complètement folle de dire que l'épargne, c'est la même chose que les revenus du travail, parce que l'épargne est du travail accumulé. L'IS, plus de 36%, c'est entre 20 et 29 partout ailleurs. Les plus-values, on en parlera tout à l'heure, 38 à 62%, compte entre 20 et 28, là encore partout ailleurs. Et l'ISF, une invention, une superbe exception française. Donc ça, c'est le premier problème. Ça a été rappelé également, complexité, instabilité, je ne reviens pas dessus. Mais il y a deux autres choses qui sont très importantes. La concentration. Contrairement à ce qui a été dit, les entreprises et les riches paient l'impôt dans notre pays. Je vous rappelle que 1% des contribuables paient 40% de l'impôt sur le revenu. Donc quand on explique que plus on est riche et moins on paie, c'est une faribole. Et c'est la même chose pour les entreprises. Et le dernier point qui est souvent oublié, c'est l'état de non-droit. La France, aujourd'hui, est devenue un État voyou sur le plan fiscal. Pourquoi ? Parce que nous avons créé, depuis 2009, une police fiscale qui est en dehors de tout encadrement de l'état de droit. Les agents ont des capacités d'enquête, de perquisition que les agents de la police judiciaire n'ont pas. L'encadrement du juge est extrêmement laxiste et on peut faire tout ça sans aucune information du contribuable. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant du point de vue de l'état de droit et ça s'est fait de manière parfaitement clandestine. C'est une atteinte majeure aux libertés individuelles, à la liberté d'entreprendre dans notre pays. Alors, à quoi ça aboutit ? C'est le deuxième aspect. Cette fiscalité infernale, elle a un rôle clé dans le décrochage de notre pays. Décrochage de la croissance, c'est évident. La France a perdu 1 point de croissance depuis les années 70 par décennie. On était à 4%, on est aujourd'hui en croissance zéro et on va y rester si on ne change pas. Pourquoi ? Parce que la fiscalité, elle casse tous les moteurs de la croissance. Elle casse la consommation parce qu'elle ampute le niveau de vie. Elle casse l'investissement parce qu'on ne peut attendre ni rentabilité et parce qu'on est victime de l'instabilité qui empêche tout calcul rationnel dans l'avenir. Et évidemment, elle casse la compétitivité. Comme il a été dit, grosso modo, les entreprises françaises paient le double de la plupart de leurs concurrentes européennes. Sur la compétitivité, quels sont les ressorts de la compétitivité ? C'est d'abord les hommes. Les hommes, nous les faisons fuir. Il y a 2 millions de Français maintenant à l'étranger et on considère que l'ISF a détruit en France 1 million d'emplois et fait partir 250 milliards de capital productif. C'est véritablement un désastre.
Fuite des capitaux étrangers, il suffit de regarder les flux de capitaux étrangers, moins 35% en un an, et évidemment le problème des entreprises, 42% de taux de marge en Allemagne, 28% de taux de marge en France, et l'essentiel de l'explication, c'est bien sûr la fiscalité et les charges. Ensuite, l'impact sur les finances publiques. L'impôt, je l'ai dit, normalement, sa première vocation, c'est de couvrir les charges publiques. Ce que l'affaire avait rêvé, Sarkozy et Hollande l'ont fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impôt est en France entré dans la phase de rendement décroissant. Plus on l'augmente, plus les recettes fiscales diminuent. Et on le voit très bien avec l'instabilité aujourd'hui sur les rentrées de TVA et d'impôts sur les sociétés. Depuis 2010, on a appliqué 85 milliards d'euros de nouveaux prélèvements dans cette économie sur la séquence 2010-2014. C'est 4,5% du PIB. Ça veut dire que tout l'effort de réduction du déficit qui était autour de 8,2, tout cet effort est passé par des augmentations d'impôts et de charges. Rien n'a été fait par les dépenses. Et ça explique la récession et maintenant la croissance zéro. Impact évidemment social, le chômage, les charges sont le double sur le travail de ce qui se fait ailleurs, la paupérisation de nos concitoyens, et enfin impact sur la citoyenneté, puisque vous voyez aujourd'hui que l'impôt est en train de casser la nation française. Il y a 3 types de Français, les plus intelligents qui sont partis à l'étranger, la diaspora, les assistés qui ne paient pas l'impôt, qui bénéficient de l'État-providence, c'est 10% de la population, et puis les classes moyennes qui sont en train d'être broyées par cette mécanique fiscale en même temps que le secteur privé et les emplois disparaissent. Je rappelle qu'il y avait 16,4 millions d'emplois marchands en 2008, il y en a aujourd'hui moins de 16 millions dans notre pays. Alors, quel est le ressort de cette folie? Il est économique, mais il est aussi politique et idéologique. D'abord, il y a le modèle tax and spend que nous voyons aujourd'hui encore à l'œuvre. On lève l'impôt pour pouvoir dépenser. C'est la religion de la dépense publique qui atteint 57% du PIB et qui continue à croître. Il n'est que de voir. Aujourd'hui, par exemple, en matière de pénibilité, la première décision qui a été prise, c'est de rajouter 2,5 milliards d'euros à un système qui est déjà en déficit de 20 milliards à l'horizon de 2020. Donc l'impôt ne sert pas au désendettement ou à la réduction du déficit, l'impôt sert de levier pour engager de nouvelles dépenses non financées. Deuxième impact, et là on quitte l'économie pure, l'étatisme, la société de défiance. L'impôt est la mécanique qui fait l'euthanasie du secteur privé. Depuis 1987, la dépense publique augmente plus que la dépense privée dans notre pays. Troisième ressort, l'envie et le ressentiment. L'impôt obéit à une logique politique qui est de punir ceux qui réussissent. On a le droit de gagner de l'argent dans notre pays par le sport, par les jeux de hasard. En revanche, par le travail et par l'épargne, c'est insupportable et à ce moment-là, on doit être puni. Et la dernière logique, c'est une logique d'enfermement, c'est-à-dire que l'impôt est ce qui permet à la France de se couper complètement du reste du monde et de l'Europe, avec lesquels, je vais y revenir, avec cette idée que les Européens sont censés appliquer notre enfer, qui est bien sûr le modèle dont tout le monde rêve. Curieusement, ils ne partagent pas cette excellente idée. Alors, j'en viens maintenant au dernier point, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un contre-choc fiscal est au cœur du redressement de notre pays. Il faut être clair, quoi que disent les uns et les autres, aujourd'hui il y a une sortie de récession mais il n'y a pas de reprise et il n'y aura ni reprise, ni croissance, ni création d'emplois de notre pays tant qu'on n'aura pas commencé à régler le problème fiscal. Qu'est-ce que c'est que régler le problème fiscal? Il impacte tout le reste. Pourquoi? En matière productive, la priorité, c'est de remonter le taux de marge des entreprises. Et pour le remonter, il est clair qu'il faut diminuer leurs impôts. Il faut aussi baisser, évidemment, la fiscalité de l'épargne pour permettre d'avoir une épargne longue qui s'investisse avant tout vers les entreprises. Et il faut, évidemment, supprimer l'ISF. Sur le plan social, il n'y aura pas de retour au plein emploi tant qu'on aura un travail qui sera finalement le plus mauvais des investissements que peuvent faire des entreprises, tellement cet investissement est hors de prix. C'est également la clé du redressement budgétaire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus passer par des augmentations d'impôts, tout doit passer par des baisses
de dépenses publiques. C'est aussi clé pour le pacte citoyen parce que dans cette France qui est en train de se fragmenter et d'éclater, il faut absolument interrompre l'exil des capitaux, des talents, des cerveaux et des entreprises pour permettre de recréer de la richesse. Il est également clé pour rétablir l'égalité entre les générations. Ce qui est incroyable dans notre pays, c'est la spoliation délibérée dont les jeunes font l'objet et qui explique aujourd'hui leur départ en mars. 150 000 sont partis depuis 2008. Et c'est aussi clé pour le rétablissement de l'état de droit. Nous ne devons pas laisser s'installer un système totalitaire au sein de la République et d'arbitraire en dehors de toute régulation du juge et du droit. Et puis bien sûr, c'est au cœur du pacte. C'est au cœur du pacte européen parce que c'est la manière de remettre la France de plein pied dans la société ouverte et avec ses partenaires. C'est Michel de Montaigne qui disait que notre mal comme notre bien ne dépendent que de nous. Ce qui est intéressant avec l'impôt, c'est que c'est une folie purement française. L'enfer fiscal français, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la mondialisation, c'est la France, les Français, leurs dirigeants et personne d'autre. Et je crois que c'est par ça que je voudrais finir. Vous voyez comment on a dévoyé ce qui ne doit être qu'un instrument au service, évidemment, de la couverture des dépenses publiques, au service d'une politique économique. On l'a dévoyé pour des raisons politiques, en fin en soi, en valeur, en instrument totalitaire pour façonner notre économie et notre société à l'image d'un État en faillite. Aujourd'hui, il faut retourner les choses, il faut mettre la fiscalité au service de la réforme de l'État, d'une économie dynamique de la création de richesses et surtout de la restauration de la puissance de la France. Merci. Merci.